On s'intéresse à ce autre sujet, mesdames et messieurs, évidemment, chez les GG sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, hein, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. On en parle, on parle justice ce matin. Oui, justice pour elle. En tout cas, c'est un slogan qui se fait de la place. Il invite à lutter contre les violences sexuelles. Le groupe de réflexion et d'influence des femmes veut davantage inviter les décideurs à plus d'actions pour endiguer donc le phénomène dans nos sociétés, alors que le procès du 28 septembre, on en parlait il y a quelques instants, traite en grande partie de la question de viol commis donc au stade. Des jeunes filles ont subi des abus sexuels le 2 octobre dernier sur la route Le Prince, de quoi relancer le débat sur l'impunité en Guinée. Réaction ce matin, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, c'est une guerrière, une grande gueule. Elle veut en découdre avec les GG ce matin. Elle, c'est Mariam Tendou Camara, cofondatrice donc et administratrice de GRIS. Elle est avec nous ce matin et on va en découdre avec elle, évidemment. Je ne vais même pas donner la parole à Madame Yoro ce matin. Elle a dit, je vais vous affronter ce matin. Bienvenue Mariam chez les GG. Comment ça va ce matin? Merci beaucoup. Voilà, tu vois le micro là, ça t'appartient en fait. Voilà. D'accord. Bon. Bien. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Bonjour à tous et à Voilà. toutes. Ouais. Une toute. Une toute, ouais. Il fallait que tu sortes là en fait. Absolument, Voilà. absolument. Ouais, c'est ça, ouais. Mais félicitations quand même à Espace pour avoir à la table de discussion et d'analyse des femmes. C'est une exception quand même. Ouais. Comment ça va ce matin, Mariam? Ça va très bien. Je suis ravie d'être chez moi. Ouais. Mon pays. Justice pour elle. Un slogan qui se fait de la place. Tamba l'a dit. Oui. Pourquoi exactement? Pourquoi, je veux dire, cette lutte acharnée, même si vous ne voyez pas de résultat? Parce que nous avons un problème dans notre pays, en Guinée, et cette question de banalisation. Nous avons un problème, et vous le savez. D'ailleurs, je vous écoutais depuis tout à l'heure parler du procès. Je vous ai écouté le premier jour de l'ouverture. Je vous ai écouté, je crois que vendredi, il y a eu un petit focus sur les cas de violence sexuelle, un tout petit focus. Merci, Madame Moussa Hierro. Mais cette banalisation du viol et des violences sexuelles, et des agressions sexuelles, et du harcèlement des femmes en public, est vraiment un problème. C'est sérieux. Et on a besoin des hommes des médias et des femmes des médias, mais des hommes des médias comme vous, parce que la voix de l'homme porte beaucoup plus sur cette question que la voix de la femme. Voilà un peu l'introduction que je peux vous dire. Nous sommes dans le contexte d'un procès historique, et la composante, la dimension de l'agression sexuelle des femmes dans un espace public est tellement forte, et vous avez encore aujourd'hui des personnes qui sont convaincues que c'est impossible d'avoir touché des femmes dans un espace public, dans un stade. Aujourd'hui encore. Nous avons fait un débat dessus il y a une semaine, 2 jours après l'ouverture. Et un jour de célébration de la fête nationale d'indépendance, les femmes se font attoucher. Et puis par des jeunes, par des petits-enfants. Donc, il y a la dimension de justice dont on veut parler et de lutte contre l'impunité, mais aussi la dénonciation dans notre société. Nous ne sommes pas une société qui normalise ce genre de choses. Alors, soit les parents ont démissionné, les gouvernants ont démissionné, les médias ont démissionné. Moi, je voudrais qu'on en discute. Non, pas que les médias, mais sincèrement, parce que moi, hier, je l'ai eu au téléphone, je vous disais que le problème, souvent, c'est que les femmes n'osent pas. Vous m'avez reproché à dire, ouais, mais il y a que 2 femmes, par exemple, dans les grandes gueules et tout ce qu'il y a autour. Je dis, bien, peut-être que c'est pas le sujet, mais quand je vois même par exemple, que c'est difficile même d'aller à la police pour, je vais dire, dénoncer ces faits-là. Vous parlez d'attouchement. On a eu une artiste la dernière fois qui avait témoigné dans ce sens-là. Absolument. On a du mal à briser le silence. Heureusement que Madame Hiro existe aujourd'hui en Guinée, qui incite ces femmes-là à dire, vous avez le pouvoir, vous pouvez vous exprimer. Comment faire dans ce sens-là? Parce que c'est bien beau de dire, donner la parole, libérer la parole, mais si d'un autre côté, on le fait, et que de l'autre côté, il n'y a pas de retour, ça devient très compliqué, parce que j'ai l'impression que la honte n'a pas changé de camp. Alors justement, et c'est bien, je fais un glissement, je vais faire mention du rapport qui a été lancé par Amnesty International Guinée, donc c'est en Guinée, qui a fait une étude, je crois qu'entre 2021 et 2022, qui a touché les grandes localités, je crois, de Conakry, Labé, si je ne me trompe pas, c'est Zérékoré, je crois, la 3e ville. Et il y a quand même eu des chiffres qui sont ressortis. Et le titre de ce rapport s'appelle « La honte doit changer de camp ». Vous avez cité des faits réels. C'est vrai. Alors, briser le silence, ça se libère de plus en plus. On a eu le cas de Feu Massila, qui a choqué la nation. Justement, voilà. Grâce à elle. Oui, pas parce qu'elle est là. Oui. Voilà. Elle et ONG Mon Enfant. Voilà. Non, et grâce à elle surtout.
Merci Moussa Hierro. Je suis obligée de parler des... Non, mais c'est important. C'est une synergie d'action. Écoutez, vous voyez les hommes qui veulent diviser les femmes. Bien sûr que c'est grâce à elles, mais il y a une cohorte de militantes que vous ne voyez pas et celles que vous n'invitez pas dans vos plateaux. Oh, je suis ici. Elle refuse de venir. Elle ne refuse pas. On a fait un plateau 2 jours après. Mariam. Avec 80% de femmes. Maître Alimatou Kamara, avocate de la partie civile. Nous avions Fatou Soare Anne de WA Africa. Nous avions Kadatou Konaté de Club des jeunes filles leaders. Nous avions une chef d'entreprise du Fatou Diarra. Nous avions des femmes, madame la présidente de Avipa. Nous avions un nombre de femmes outillées, madame Djiwoso, qui est spécialiste en genre. Écoutez, vous n'arrêtez pas de nous dire on voit pas les femmes, mais venez vers les organisations féminines, on va vous dire où elles sont. Alors, Mariam, non mais c'est non mais dites-moi, je comprends pas, nous sommes 52% et vous dites que vous ne les voyez pas. Si on n'en a pas ici assez, c'est la faute aux femmes qui sont là, qui les connaissent et qui peuvent bien les inviter. Bon, c'est la vérité. C'est une pique, je ne peux te défendre tout ça. Vous le voyez, il fait un sourire au coin en le disant parce qu'il sait que c'est pas vrai. Alors moi je reviens aux agressions du 2 octobre. Oui. Et ça nous a quand même affecté parce qu'on n'est pas habitué à entendre ce type de choses. Le 2 octobre aura été, en tout cas pour moi, et pour plusieurs, je crois, l'occasion de savoir qu'il y avait ce type de comportement lors de manifestations. Alors, 2 questions. Et est-ce que vous avez cerné l'ampleur de ce phénomène déjà? Je sais qu'il y a eu des dénonciations, des rencontres, mais est-ce que vous avez cerné l'ampleur de ce phénomène? Ou est-ce que ça se produit? Qui le réalise? Combien de fois, en termes d'occurrence, combien de fois est-ce que ça s'est déjà fait? Et peut-être la seconde question, c'est comment vous expliquez que des mineurs, parce que c'est ce qui a été relevé, qu'on en vienne à cela, qu'aujourd'hui, des mineurs aient banalisé ce qui autrefois a été, pas autrefois, pas un vieux souvenir, mais jusqu'à récemment, la femme, c'est quand même quelque chose de sacré, on ne joue pas avec, on respecte. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette question. Et vous avez bien raison de le dire. Je crois que quand même, je vais vous donner raison, Lamine. Nous ne sommes pas contre les hommes ici. Hein. Vous êtes nos alliés. On soit très clair. Je ne suis pas dans cet état d'esprit. C'est vrai que je suis venue en tant que guerrière Wakanda en noir, Woman King, mais je suis là pour chercher des alliés. Je veux vous dire quelque chose. La stigmatisation est réelle. Le besoin de... Alors, nous avons déjà fait des avancées pour briser le silence. Hein. Il y a quand même des choses qui se font. Mais ce qui se passe, comme il l'a dit, pourquoi briser le silence quand on va se retrouver face à un mur? Et le mur est là. Et c'est pour ça que nous avons sorti... Juste à côté de toi. Nous avons... Mais nous avons fait une déclaration commune avec presque 55 personnes physiques et morales. Une liste vraiment de tout ce qui bouge en termes de droits humains en Guinée. D'ailleurs, l'ONG de Mme Moussa Hierro est dans cette liste, F2BH. Mais vous avez tous les grands noms qui ont fait tout ce qu'il faut, qui ont été des ministres, qui sont de la société civile, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont signé cet acte. Et nous lançons un appel de continuer à signer. Pourquoi? Parce que nous voulons faire un appel pendant cette période d'exception aux autorités. On doit mieux faire, on peut mieux faire. On n'a pas un seul centre. Je parle sous couvert, je sais que je vais avoir tous les boulets de canon parce que je connais toutes les féministes qui ont occupé ce poste en termes de promotion féminine, mais on peut mieux faire. Il n'y a pas un numéro vert dédié et le rapport de Amnesty le souligne. On a fait une liste de recommandations pour qu'on puisse aider à réduire cette question du stigmatisation. Bien. Mariam Tendou est notre invité ce matin. Un détour du côté de Kaloum, évidemment. Si vous êtes près du côté de la régie, on va revenir dans un instant. Si vous voulez suivre ce procès, vous pouvez partir sur notre page YouTube. Voilà, c'est bien cela. On ne me suit pas à la régie. Voilà, c'est bizarre. Allez, on va revenir à 11h, mesdames et messieurs, et continuer l'émission avec vous. Radio. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez aussi à la télévision. Tout sur les dessous de l'actu. Bon. Voilà, allez. Merci à vous qui nous rejoignez. C'est les machines qui se claquent entre elles. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. On continue le débat évidemment avec notre invitée de ce matin. C'est bien sûr Mariam Tendou Kamara, il faut le rappeler, cofondatrice et administratrice donc du GRIS. Elle est notre invitée ce matin, Moussa Yoroba, Jacques Liwaleno. Ce débat est autant plus important qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale
internationale de la fille, donc c'est important De la d'en parler. fille. Oui, Ok. c'est la journée internationale des droits des filles. Ouais. Et c'est célébré depuis 10 ans maintenant. Et c'est l'occasion de se poser des questions sur les difficultés que traversent les filles à travers le monde. On parle de plus de 600 millions d'adolescentes à travers le monde. Et quand on parle d'agression sexuelle, justement, c'est important de se pencher là-dessus parce que nous, les cas que nous recevons le plus souvent, c'est des filles, des mineurs qui sont victimes d'agressions sexuelles à cause, justement, de ce qu'on évoque ici en studio, Mariam, notamment le fait que la société fait avec. On fait avec, on suppose que c'est normal, il faut le faire. Moi, la question que je voudrais poser, c'est vrai que cette déclaration a été faite. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au-delà? Parce que parler d'agression sexuelle dehors, comme cela, avec des adolescents, où est-ce qu'on pourrait localiser le problème? Le hic, il est parti d'où? Est-ce que c'est la dépravation de nos mœurs? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, on en vienne à des adolescents qui osent toucher au corps d'une femme, justement parce qu'ils supposent que quand tu portes une jupe mini, quand tu portes un jean, ils se donnent le droit de le faire. Est-ce que vous pensez que c'est la dépravation de nos mœurs et quel rôle peuvent jouer les parents à ce niveau? Jusqu'où peut-on aller pour essayer de trouver solution à ce problème? Merci beaucoup pour la question, Moussa Yero. Et c'est vrai que sur la journée, dans cette journée en fait, en cette journée de la célébration de la jeune fille, je veux rappeler qu'en Guinée, nous sommes depuis plus de 20 ans à plus de 96% de taux d'excision des jeunes filles. C'est un gros fléau. Alors, c'est une pratique culturelle que je qualifie de néfaste. On respecte nos traditions, mais je profite pour juste dire que c'est quelque chose que je voudrais voir au niveau de la Guinée, qu'on puisse réduire. Je vis dans un pays... Est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui? Je vous ai dit 96% et ça, ce sont des chiffres qui datent depuis... Alors moi, je me pose la question, je sais qu'il y a différentes catégories selon les âges, mais globalement, la Guinée reste le deuxième pays au monde, après, je crois, Djibouti ou Somalie, je me rappelle plus. Somalie, voilà, à pratiquer cette excision, ce qui est vraiment pour moi une forme de violation extrême du droit à la femme à disposer et de la jeune fille. Mais il y a des traditions aussi, quand même. Les traditions, je voudrais pas qu'on change. Je voudrais pas qu'on... J'ai bien dit néfaste. Madame Hiro. On peut pas tout garder. En France, il y avait la guillotine. On a gardé la guillotine? Non, pas du tout. Alors, écoutez, on respecte nos valeurs, on évolue. Partout, chez les Japonais, il y avait les samouraïs. Est-ce que vous logez le comportement de ces adolescents dont parlait Madame Hiro tout à l'heure dans, si vous voulez, les valeurs culturelles qui encadrerait ou qui entretiendrait un phénomène néfaste comme non, comme certainement pas. Je pense pas. Alors vraiment, en tant que Guinéenne et fondamentalement, j'ai été élevée par un père guinéen dans une culture foncièrement. Je ne pense pas que ça fait partie de notre culture. Par contre, je pense qu'il y a une démission des parents. Il y a un problème de valeur, de transmission de valeurs culturelles des parents aux enfants. Les enfants sont laissés pour eux-mêmes face à ces vidéos et cette immédiateté et instantanéité des réseaux sociaux où tout est permis sur YouTube, tout est vu, les gens parlent n'importe comment, te tutoient, vous voient. Enfin, je pense que l'incivisme, et vous le voyez aussi, je disais hier... J'ai posé la question la dernière fois à une responsable d'Amnesty International qui est juste l'ONG qui est à l'origine de ce rapport dont on parlait tout à l'heure, autour des messages que vous envoyez à l'égard des autorités. J'ai connaissance par exemple de certains pays où c'est vrai on ne bloque pas des plateformes, on ne bloque pas les sites, mais il y a certains contenus qui sont interdits et on se donne les moyens pour les bloquer. Si vous mettez par exemple des trucs de porno, pour prendre ça en exemple, vous n'y accédez pas parce que les autorités se donnent les moyens pour éviter justement à certains âges, à des jeunes d'un certain âge d'accéder à ce genre de contenu. Est-ce que c'est ce type de message que vous envoyez aussi du côté de nos autorités? Après, on va se poser des questions sur notre capacité technique à pouvoir le faire. Écoutez, là où nous en sommes, là, le plus grand principe de base, la justice, l'impunité. Avant d'arriver, c'est-à-dire que nous voyons quand même, pour celles qui sont, pour prévenir les futurs viols, les violences sexuelles, et pour celles qui ont subi, il faut reconnaître leurs droits. Non, mais il s'agit d'adolescents. En fait, parce qu'on punit le viol en Guinée. Mais ça continue. Et donc la question, pourquoi ça continue malgré les sanctions qui sont parfois prononcées devant les tribunaux? Parce que justement, si vous avez regardé notre déclaration, vous savez, entre
la dénonciation, le premier point d'entrée, donc la police judiciaire, il y a différents points d'entrée, les cliniques, on vous demande, quand on vous accuse de viol et qu'on vous accuse un membre de votre famille, ce qui se passe, il y a des positionnements de famille. On ne croit même pas à cette question de viol, on demande, c'est faux, c'est pas vrai, il y a toutes sortes de choses. Il faut des certificats médico-légaux, c'est ça qui amène la constitution de dossier. Il faut que la personne aille en clinique, il faut qu'il y ait des cliniciens qui certifient qu'il y a eu parce qu'on peut pas juste croire en la parole. Les grandes gueules. La personne sera plaignante. Nous, les féministes qui sont dans les défenseuses de droits humains et de droits des femmes, à partir du moment où une femme se positionne pour porter plainte et dire qu'elle a subi une agression, on donne le bénéfice du doute d'abord à cette personne-là parce qu'on veut voir, parce qu'on comprend les pesanteurs socioculturelles. Ce qui se passe en Guinée, c'est que quand vous allez à la police, la stigmatisation que vous subissez là-bas, vous vraiment ne donne, même en tant que maman, je n'ai pas envie que ma fille aille se faire vilipender. Madame Tendou, justement, puisque vous parlez de la justice, c'est vrai qu'on dit un acte impuni entraîne la commission d'un autre acte. Est-ce que vous ne pensez pas, c'est le fait qu'on a peur du regard de la société qui fait que même les victimes, elles ont du mal à aller vers la justice. Donc on préfère les négociations extrajudiciaires parce qu'on se dit, si on nous voit dans un procès où les gens nous découvrent, on dit, ah, elle a été violée, le regard de la société. Est-ce que cela ne joue pas pleinement aussi dans le fait que les victimes elles-mêmes, elles ont du mal à porter l'affaire? C'est pour cela que nous avons besoin des hommes et des femmes de médias, parce que dans toute société, les médias jouent un rôle très important pour justement déconstruire certaines choses. Et si vous traitez les cas de violence sexuelle de la manière la plus sérieuse telle que nous le comprenons, je ne vous critique pas parce que je n'ai pas envie de subir la foudre des médias, mais je trouve que le niveau est très faible dans l'analyse, la prise en compte, les chiffres, la capacité de faire rappeler des articles. On dit souvent, oui, le viol est criminalisé en Guinée. Mais dites aux gens l'article qui criminalise. Dites aux gens le nombre de cas qui ont eu une poursuite jusqu'à la fin. Il y a eu des personnes, des arrestations. Alors, on n'a pas de chiffres. Alors moi, je veux quand même réagir là-dessus. Je ne connais pas la réalité des autres pays, comme le Burkina, comme le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire. Mais la Guinée, quand même, peut se targuer d'avoir un média comme le nôtre, aussi grâce au travail de Moussa Yero en Guinée. Moi, je ne sais plus le nombre de fois où l'on m'appelle pour me dire, je veux le numéro. On ne me parle même plus du cas de viol. Dès qu'on m'appelle, c'est pour me dire, est-ce que je peux avoir le numéro de Madame Yero? Ouais. Parce qu'il y a quand même un véritable travail qui est en train d'être fait là. C'est pour ça que je suis ici. Je ne suis pas en train de critiquer les grandes gueules. Je suis ici pour une raison. Je suis bien d'accord, mais ce que je dis, est-ce que le problème n'est pas finalement dans votre approche à vous qui luttez? Ça y est, c'est reparti. Justement, mais on est en train de discuter. Je vais vous dire pourquoi. Je ne sais pas. Par exemple, vous savez, est-ce que nous avons, ne serait-ce qu'un réseau de spécialistes, de journalistes spécialisés dans le traitement des violences basées sur le genre en Guinée? Est-ce qu'il y en a? Oui. Je n'en connais pas, vous non plus. Non, mais il y a des structures, il y a des femmes. Il y a des structures, mais je parle carrément de... Parce que c'est ce qui se fait ailleurs. Puisque je vais aller à la question, en fait. Très bien. Je suis en train de faire des constats jusque-là. Ce qui se fait ailleurs, quand une problématique est aussi prégnante que la question du viol, vous, organisation de défense des droits enfin, vous qui militez contre les violences basées sur le genre, vous avez la compétence, vous avez la technicité et aussi les moyens pour créer ce type de réseau, les mettre en route et même les accompagner. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de paradigme aujourd'hui pour que la parole soit plus entendue, que les journalistes soient davantage qualifiés sur le traitement, la compréhension d'abord, le traitement, ensuite la diffusion d'informations sur ces questions? Ce qu'il faut ajouter, pour venir, peut-être pour vous donner la parole par rapport aux avancées, Tamba a parlé de quelque chose qui est très intéressant. En Guinée, notamment dans la question de prise en charge, la mise en place de l'OPROGEM, par exemple, de la BSPPV, il y a eu des rencontres sous-régionales où on a remarqué que la Guinée est nettement en avance par rapport à cela, parce que ces structures-là, quand nous prenons l'OPROGEM est installé sur toute l'étendue du territoire national et dernièrement, la BSPPV fait un travail remarquable, par exemple, par rapport au cas de Massila, c'est la BSPPV qui était sur le terrain. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il y a une certaine avancée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont vers ces structures-là. On sait que c'est vrai qu'on a mené une enquête récemment au niveau de notre structure où 80% des personnes interviewées ne savaient pas, par exemple, à l'intérieur du pays, qu'il y a des structures qui prennent en charge
des cas de violence faites aux femmes, des cas de viol. Ils se demandent, quand ça se fait, vous allez où? La plupart des personnes que nous recevons, c'est pratiquement cela. La faute à qui? La faute à tout le monde. Bien. La faute à vous, la faute à l'État. Il faut vulgariser. Est-ce que je peux vulgariser? Ce que tu ne comprends pas, tu n'en parles pas. Mais quand C'est ça le souci. Monsieur Et vous Tamba. qui militez là-dessus, je pense qu'il faut... Oui. Lamine, on prend tellement d'années dans le cas de la lutte contre les violences basées sur le genre. Moi, j'apprécie les efforts qui sont consentis, mais je pense qu'on va un peu trop lentement. C'est mon avis, hein. Je pense qu'on va un peu trop lentement et que aujourd'hui un réquisitoire est exigé. Il faudrait qu'on se pose les bonnes questions, qu'on se remette en cause nous-mêmes. Justement, et qu'on sorte un petit peu de cette victimisation. Moi, c'est très important. Allez-y, Mariam. Victimisation. Oui, victimisation. Je sais même pas par où. Ouais, bon. Oui. Alors, Victimisation. je vais essayer de structurer ma réponse. On va d'abord repartir sur Monsieur Tamba parce que il y a eu beaucoup de Monsieur Tamba. Ce qu'il nous faut, c'est une volonté d'abord politique. Le politique en Guinée sur les 10 à 15 dernières années ont été secoués par, vous le savez mieux que moi, vous traitez l'actualité tous les jours, a été secoué par un nombre de choses, de crises, de sursauts, etc., où le politique a pris le dessus. Donc même lorsqu'il y a des tueries, des violences, des violations de droits humains, vous parlez beaucoup plus du glissement politique et de l'ombrage politique. Nous disons, et le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a dit, les femmes et les filles sont vulnérables en période de crise et de conflit. Les premières victimes sur la ligne de front sont les femmes et les filles. Une résolution a été prise pour cela, à laquelle la Guinée a souscrit. Ça s'appelle la résolution du Conseil de sécurité 1325. Ça, c'est le mot 1325. Pour les militantes, c'est ça. Le problème que nous avons, vous avez parlé de, oui, vous les militants, vous ne faites pas assez. Écoutez, même dans les pays occidentaux, la France, le Canada, etc., aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place une juridiction spécialisée pour traiter les questions de violence conjugale. Conjugale, c'est-à-dire que... Quoique, c'est une réalité quand même dans le pays, que Tamba évoque. Oui, c'est-à-dire Voilà. que mon problème que je veux vous dire, Oui. c'est qu'on doit partir d'abord. L'État est le premier garant des droits des femmes. L'État. Ensuite, on part avec la société civile qui vient et qui fait son travail pour essayer de renforcer le travail. Mais il faut les instruments Madame, si vous permettez. institutionnels doivent être là. D'accord, si vous permettez. Les femmes, les enfants, voici des couches vulnérables en période de crise. C'est ça, bien. Crise électorale, crise... Donc, ce sont de vieilles vérités. Oui. Nous les connaissons. Tout à fait. La question de la volonté politique se pose toujours, partout. Le rôle de la société civile est connu depuis belle lurette. La question aujourd'hui, et c'est ce qui me préoccupe en vous posant la toute première question. Le viol, on voyait des gens adultes procéder au viol. Jusque-là. Ce que vous nous avez décrit, ce qu'on nous a décrit avec l'UNEF, dernièrement le 2 octobre, Oui. c'est carrément un changement de paradigme que ça nous impose aujourd'hui. Tout à fait. Des adolescents qui se le permettent. Tout à fait. Alors, moi, je veux qu'on aille, premièrement, dans une logique de compréhension. Qu'est-ce que vous en savez? Comment en arrive-t-on à ça? Qu'un enfant de 13, 15 et 17 ans, qui n'a même pas 18 ans, se permette ce type d'attouchement? Bien. Alors, c'est là aujourd'hui. Vous avez une des personnes qui a signé sur notre déclaration, que je suis fier de citer, c'est Mme Aïcha Ba Diallo, qui a été parmi l'une des meilleures ministres de l'Éducation, ancienne membre sous-directrice de l'UNESCO. Je ne vais même pas parler de tous ses titres. Elle est membre du conseil du de la Fondation Moué. C'est vraiment. Vous fuyez la question. Non, je veux revenir pour dire que la question de l'éducation, notre système d'éducation, est très important. Et dans ce système-là, les parents à la maison sont très importants. Et qu'est-ce que nous avons? Je vous ai dit tout à l'heure, je dis que ce n'est pas une norme culturelle ni sociale chez nous. C'est vrai. Mais quand ça se fait aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une démission sur ces questions de transmission de certaines valeurs, de par rapport au respect, au corps de la femme et de la jeune fille. Et on le voit dans les réseaux sociaux. On voit une personne qui s'est fait violer. Oui, mais qu'est-ce qu'elle portait? Elle faisait quoi la nuit, là, à cette heure-ci? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Et quand on veut voir des dénonciations, on veut voir et je vais vers les leaders hommes. Alors, je vais faire un petit glissement. Je vous parle pas par passion ou par engagement, parce que je travaille sur ça depuis plus de 15 ou 20 ans. Je suis la spécialiste, et je le dis avec beaucoup d'humilité, auprès de l'Agence des Nations Unies, ONU Femmes. J'ai lancé plus de 10
la campagne mondiale de masculinité positive qui s'appelle He for She, lui pour elle, on va dans les pays, on trouve les ambassadeurs et il peut se trouver. Alors vous êtes en train de descendre l'implication des hommes. L'implication des hommes est absolument cruciale. Mais la critique que M. Tamba est en train de faire est quelque chose que nous aussi on entend tout le temps. Oui, mais vous faites quoi? Les femmes, dans le but, vous connaissez le budget. Vous connaissez le budget du ministère de la promotion féminine dans les États africains. Il est moins de 0,0,0,1. Je ne m'exprime pas. Non, la volonté politique. La volonté politique est cruciale. Je voudrais le dire très clairement. La déclaration commune a été ciblée auprès des autorités étatiques, communales, régionales, locales, et ensuite l'opinion. Je vais vous dire, madame, je ne m'exprime pas en ces termes. Moi, je pense que vous faites beaucoup d'efforts. Okay. Des efforts louables, je le pense. Vraiment. Si je ne le pensais pas, j'allais vous dire. Parfois, ma bouche n'a pas de frein. Alors, mais aujourd'hui, sur ce cas spécifique, vous nous dites éducation. Oui. Pour ces enfants. Mais même pour les adultes violeurs, c'est l'éducation. Ouais, c'est vrai. C'est l'éducation. C'est le civisme aussi. Éducation civique. C'est toujours un des la loi. C'est toujours un des déterminants. La loi surtout. C'est toujours un des déterminants, en tout cas moi que j'ai lu. Permets que je te dise, quand tu dis que les activistes ne font pas assez, il faudrait que la loi s'applique. Est-ce que vous savez que quand vous prenez 100 cas de viol, il n'y a que 10% pratiquement qui vont jusqu'au bout. Je peux peut-être mieux étayer ce que je dis. Après, en cours de route, il y a la corruption, il y a les pesanteurs, la tradition, justement. Je peux peut-être mieux... Est-ce que je peux faire une question commentaire? Je peux peut-être mieux étayer ce que je dis. Quand je dis que c'est pas en termes d'effort, mais c'est en termes d'approche. Vous savez, quand on applique une recette universelle à un problème spécifique, on peut parfois se tromper. Moi, je crois qu'il y a effectivement, le viol est dû à des problèmes d'éducation, à des problèmes de justice et à tout le reste. Mais dans notre cas spécifique, ce que je dis, est-ce que ce ne serait pas une erreur de conclure d'emblée sur le cas de ces mineurs qui attouchent des femmes? Est-ce que ce ne serait pas une erreur de conclure d'emblée à un problème éducatif? Est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité, dans le cas d'espèce, d'aller comprendre ce qui s'est passé pour appliquer une stratégie adaptée au terrain, c'est-à-dire une contextualisation des approches de... C'est ce que je dis. Laissez-moi évacuer ça rapidement, parce que c'est pour cela que je suis venu ce matin. Je vais reprendre le procès du 28 septembre, sur lequel vous avez parlé pendant des heures et des heures. Je vais vous poser une question. On vous dit que 109 femmes ont été agressées sexuellement et violées. Vous vous êtes posé la question sur qui? La liste d'identification? Qui sont les auteurs? Est-ce que les autorités de l'époque, je ne parle pas des autorités présentes, je vais être très clair, puisque c'est grâce aux autorités présentes que ce procès historique s'est ouvert. Donc, est-ce que pendant les 10 ans des autorités présentes, on a demandé, je pense que les listes des personnes qui étaient présentes dans les forces de défense et sécurité ce jour-là, vous savez, quand on parle de volonté politique, c'est réel. Ça, c'est un cas concret que je vous dis et qui est un cas national, qui est un cas qui a attiré l'attention internationale. Si on n'arrive même pas à ce niveau de visibilité à régler un problème, à répondre à cette question, vous pouvez comprendre que quand on veut parler de jeunes, qu'il faut rééduquer à cette question de comment utiliser, comment approcher, comment avoir du respect pour la femme. On le fait pour la religion. On fait dans les sermons. On nous dit, faites vos ablutions. Les femmes, mettez le voile, faites pour prier. Mais écoutez, on doit apprendre à nos garçons et nos jeunes comment respecter le corps de la femme. À ce niveau, je crains que vous ne fassiez un mauvais procès au gouvernement. Je ne fais pas un procès. Vous avez fait un gros glissement. Je suis en train d'être appelé qu'il y a un souci, que nous avons besoin de ressources et nous avons besoin d'instruments. On aurait dû demander la liste des militaires sur le terrain. Alors qu'il y a un procès qui est ouvert. Le procès va aider à déterminer qui a fait quoi. Non, j'ai fait un space sur ça. C'est-à-dire que j'ai parlé avec les avocats des parties civiles. Je n'ai pas dit que le procès actuel, j'ai bien précisé. J'ai dit que les avocats ont précisé qu'il y a eu des difficultés techniques pour pouvoir avoir certains types d'informations. Et moi, je parle en faisant un parallèle en disant que c'est au même niveau local pour une famille qui a subi un viol, que c'est difficile de pouvoir avoir l'identification. Si cette personne est le fils de votre voisin, est le fils de je sais pas qui, c'est compliqué. C'est pas parce que c'est le procès du 28 septembre ou c'est pas parce que c'est un procès. Voilà ce que j'essaie de dire. L'autre chose que je voulais soulever, c'est une observation que je fais par rapport à la lutte menée sur le terrain, par rapport aux ONG notamment. On fait le constat clairement qu'entre vous-même ONG, il n'y a pas d'entente sur le terrain. Ça y est, c'est reparti. C'est un constat qui est fait parce que chacune veut prendre le lead sur l'autre. On fait le constat que parfois, et c'est le reproche qu'on vous fait d'ailleurs,
que c'est une lutte d'intérêt. On pense que chacune de vous prend position. Touche à la plaie. Non, mais attendez, Oui, c'est une touche à la lutte plaie. d'intérêt. Touche à la plaie. Oui, c'est une lutte d'intérêt. On pense que souvent, le combat qui est mené, c'est plus dans le sens de pouvoir toucher le cœur des institutions internationales que de vouloir changer la donne sur le terrain. Parce qu'il se trouve que parfois, il y a des cas de viol annoncés, mais qui ne sont pas fondés. Qu'on surfe là-dessus pour pouvoir avoir l'assentiment des citoyens. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que si je peux me permettre de critiquer notre propre corporation, il est vrai, vous avez souligné quelque chose en début de... Il faut le dire que les femmes ne s'approchent pas des médias comme il le faut. Elles ne relèvent pas, elles ne jouent pas leur rôle pour relever le niveau. Vous avez vu, je suis venue ici pour parler de violence sexuelle. Je n'ai pas changé mon objectif. Et c'est pour ça que je suis venue pour répondre à vos questions. Et les femmes doivent oser leurs convictions et venir se présenter, même si elles ont peur qu'il y ait des répercussions politiques parce qu'elles ont des profils. Moi, je ne suis pas politique, donc évidemment, mais j'ai quand même des risques. Parce que je représente des corporations. Alors, pour répondre à votre question spécifiquement, il est vrai que le leadership féminin est en mouvement. Et nous sommes les générations qui viennent après d'autres. Nous essayons d'améliorer avec chaque génération. Aujourd'hui, des jeunes femmes qui viennent après moi, elles sont dynamiques, elles font des choses extraordinaires. Donc, moi, je ne peux pas porter le flambeau de tout ce qui n'a pas marché. Je n'ai jamais occupé une fonction ministérielle, mais je peux vous dire que si moi j'existe, il y en a d'autres qui existent. Si moi je suis engagée, il y en a d'autres qui sont engagés. Je réussis à être visible, mais celles qui ne sont pas visibles sont là, les Guinéennes, dans le pays et dans la diaspora, et puis sur toute l'étendue du territoire. C'est ce qui a dit, c'est qu'il y a parfois des erreurs sur le terrain, à cause du fait que certaines ont envie d'être les premières à en parler. Par exemple, il y a eu des cas pendant l'ONG de jeunes filles qui luttaient contre le mariage précoce, ou parfois il y a eu des mariages, elles ont cru que celles qui se sont mariées, il n'y avait pas eu le consentement entre le couple. Un cas sur combien? Non, mais madame, c'est une réalité. C'est une réalité. On parle de violence conjugale et puis il y a quelqu'un qui nous dit mais les hommes aussi subissent des violences. Madame Tendo, juste une précision. Ah, vas-y. Les grandes gueules. Justement, cette sorte de lutte acharnée sur le terrain pour vouloir être la première à être vue sur le terrain, alors qu'il y a un travail de fond à faire pour pouvoir déterminer réellement si les cas de viol sont avérés, parce qu'il y a des cas de viol parfois sur lesquels il y a des doutes. Je peux vous répondre et vous allez me laisser répondre sans m'interrompre. Je ne vous interromps pas. D'accord. Bon, alors je vais vous dire quelque chose. Vous avez raison de souligner, mais ça c'est le visible. Ça c'est le sensationnel. La vérité, c'est que les vrais cas de viol terribles n'arrivent pas à la lumière du jour. Et les cas comme Massila sont exceptionnels. Parce que les cas cas d'inceste, les cas de viol d'enfants ne sortent pas à la lumière. Parce que là aussi... attendez, mais vous l'aviez dit, il avait dit qu'il n'allait pas m'interrompre. Permettez juste que je relève cette précision. Sur le cas Massila, je respecte la mémoire de cette dame. Absolument. Brave. Oui. Mais il y a eu des réactions. Il semble que le médecin dont il était... Non, mais il y a un procès. Le procès déterminera. Le procès déterminera. Je veux juste dire répondre ce qu'il a dit sur le terrain. Vous êtes en train de stigmatiser le travail qui est fait par des gens qui ne sont pas vus et qui ne sont pas visibles. Pas du tout. Je le dis en conséquence de cause. Il y a des personnes qui ne veulent pas s'exposer parce qu'elles ont plus de temps. Elles trouvent que c'est la perte du temps. Et elles sont sur le terrain. Elles n'ont pas besoin de visibilité. Elles n'ont pas besoin de passer dans les médias, etc. Je pense que beaucoup cherchent l'argent. Mais ça, c'est ce que vous voyez. Vous voyez le visible. Je vous dis que l'iceberg, il est grand et que l'invisible est beaucoup plus solide que le visible. C'est ce que je vous dis. Je suis venue pour le dire d'ailleurs. Et je voudrais le dire pour que vous sachiez qu'il y a des femmes. Il ne faut pas stigmatiser celles qui sont visibles parce qu'elles sont visibles et parce qu'elles font ce que je ne sais pas ce qu'elles font. Moi, je parle de celles qui travaillent sur le terrain, qui sont entièrement dévouées à leur cause depuis 10, 15... Et n'oubliez pas, les ONG ne sont pas des ONG rémunérées. C'est des personnes qui sont volontaires et qui donnent leur temps, leur travail pour accompagner. C'est des sages-femmes dans les villages, c'est des femmes dans les zones rurales. On oublie tellement les zones rurales. On est tellement focalisé sur le pouvoir central, sur Conakry, sur la capitale. On oublie que pas loin, vous allez juste, ne serait-ce qu'à Dubrek, à Koya, vous rentrez, vous avez des personnes qui s'occupent de l'accueil des femmes. Et c'est important de le dire. Bien. Alors Mariam Tendou Camara, notre invitée ce matin, les dernières questions. Alors, la journée internationale de la jeune fille célébrée aujourd'hui, moi je voudrais vous interpeller sur une problématique, parce que j'ai l'impression que ce sont les vieilles luttes classiques, tout ce dont vous parlez, la protection du genre. Il y a un phénomène
qui particulièrement interpelle. Dans d'autres pays, ils sont très avancés là-dessus, puisque vous parlez de protection du genre et des mineurs. C'est l'interdiction à l'accès des mineurs de certains lieux qui ne leur sont pas appropriés à leur âge. Ouais. Dans d'autres pays, il y a les mineurs. L'État oblige les parents à délivrer des cartes d'identité à des filles ou à des garçons qui n'ont pas l'âge de la majorité. Et derrière, les autorités font un suivi pour ne pas permettre à ces jeunes filles ou à ces jeunes garçons qui n'ont pas l'âge de la majorité d'accéder à des lieux où ils peuvent certainement, on parle des réseaux sociaux aujourd'hui, ça c'est un domaine ouvert, mais il y a des lieux clos où ces gens-là ont accès, où ils développent une certaine forme d'éducation qui ne sont pas aussi propres à la société. Qu'est-ce que vous faites pour parler de tout ça, de ces sujets? Et qu'est-ce que vous faites pour que ces gens-là soient protégés? Moi, je n'ai pas de baguette magique. Hein. Je veux vous dire ce que je vois. Nous avons une société où il y a des inégalités claires. Le GRIF se donne pour mission, donc le groupe de réflexion et d'action, de faire un plaidoyer actif, comme je suis en train de le faire, de venir et Un exemple tout bête pour étayer ma question, c'est que dans d'autres pays, vous prenez des pays comme l'Allemagne, le Rwanda, etc., une fille ou un jeune garçon de moins de 18 ans n'a pas droit à aller en boîte de nuit. Ici, c'est à ciel ouvert. Mais ce que je veux vous dire, c'est un point que vous faites, mais la société même, une société inégalitaire où il y a une grande différence entre les salaires. Vous avez des gens qui sont extrêmement aisés, nantis, et vous avez une grande population qui souffre. La jeune fille est toujours, comme je dis, vulnérable et assujettie. Vous avez des prédateurs sexuels en l'herbe. Et c'est pas juste des gens qui vont violer des filles. Je parle de gens qui sont capables de vous acheter un iPhone et obliger une jeune femme à faire des actions qu'elle ne peut. C'est pas juste dans les boîtes de nuit. Vous savez, dans le milieu du travail. On veut pas parler de tout parce qu'on veut pas vous disperser. On veut parler de ce qui est visible parce que c'est sorti, c'est là, il y a eu des attouchements, on veut pas. Mais la société elle-même est problématique. Les relations de pouvoir entre les femmes et les hommes, et là je vais vraiment dans un terme un peu plus sophistiqué, mais c'est la fondation même du patriarcat. L'homme a l'autorité, l'homme a le droit de décision dans la famille, dans le foyer, dans la communauté et au travail. Et donc à partir du moment où les relations sont inégales, vous allez avoir des femmes qui vont être assujetties à des choses et vous pouvez les accuser. Je vois que M. Tamba est en train de se préparer. Non, parce que moi j'ai un problème avec vos histoires d'égalité là. Vos histoires d'égalité. Non mais au fond parce que vous représentez ce que nous combattons. Nous voulons sensibiliser. Nous voulons sensibiliser le jeune homme guinéen tel que vous, intellectuel, convaincu de ces choses. On veut que vous disiez que c'est vrai. Il y a des inégalités dans notre société. Je vais vous mettre à l'aise. Moi, je suis pas dominant. Mais après, il y a des schèmes de notre culture, de notre identité qu'il ne faut pas trop bousculer non plus. Bien. Allez, voilà. Vous avez vu, il a dit exactement ce qu'il pense. Bien. Merci beaucoup, M. Tamba. Vous restez avec nous sur Radio Espace. On passe à cette rubrique avec notre invité. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois. Bois s'abstenir. Mariam Tendou Camara est notre invitée ce matin. Féministe, elle l'a dit, cofondatrice donc et administratrice du GRIS. Jacques Levalino, on va poser la question, c'est votre deuxième fois de passer dans cette émission, mais en pleine semaine, c'est la première évidemment, parce que vous avez voulu ainsi. On posera des questions, vous allez répondre par oui ou par non, Mariam. Allez-y, oui ou non, Jacques? Oui ou non, vous êtes très engagé, mais si vous ne comprenez pas la société guinéenne elle-même, vous ne parviendrez pas à lutter contre le phénomène des viols. Oui ou non? Oui. Oui. Allez-y, Madame Yoro. Oui ou non? Pardon, c'est pas activé votre micro. Oui ou non, il y a des hommes, des intellectuels, dans des milieux de la haute sphère de la société qui ne comprennent pas ce que c'est que la question de l'égalité des sexes. Oui. Ah oui, absolument. Voilà, allez-y. Oui ou non, madame, il est plus que temps que les ONG qui luttent contre ce fléau se donnent la main pour aller ensemble. Oui, absolument. Vous reconnaissez qu'il y a une division sur le terrain. Je dirais pas division, il y a un manque de coordination. Voilà, allez-y. Oui ou non? Oui ou non, en lieu et place de terme égalité, il vaudrait mieux utiliser l'équité. C'est de la sémantique franco-franco. Ça n'existe même pas dans nos langues. Non, mais si. Mais c'est comme ça que je peux répondre. Mais
Non, l'équité, c'est à plus de termes, il y a plus de notions de justice et d'équilibrisme, mais égalité. De justesse. Égalité des chances. Merci. Merci, voilà. Madame Moussaïa. La solidarité féminine. Allez, pardon. Alors, oui, moi, je comprends ces nuances-là, sauf que je filtre les informations que je reçois, Madame Bielo. Madame Camara. C'est pas seulement qu'à moi, alors. C'est ma gagne. Donc, D'accord. Madame Camara, est-ce que oui ou non, le viol fait manger? Manger quoi? Je comprends pas la question. Il y a de vraies combattantes. Ouais. Exactement. Est-ce que pour certaines d'entre vous, le viol, la question du viol, la lutte contre les violences basées sur le genre, n'est qu'un business? Je trouve cette question excusez-moi, comme vous êtes direct, je la trouve insultante pour moi, par rapport à mon parcours et par rapport à mon profil. Je ne peux même pas y répondre parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Vous devez la poser à quelqu'un d'autre. Il faut surtout pas la prendre. Mon parcours est fou. Je comprends, mais je veux bien. Général. C'est peut-être déjà. Je vous dis tout de suite. Je suis désolé que ça vous ait offensé. Non, ça ne m'offense pas. C'est que ça ne parle pas de vous. Ça ne parle pas de vous. Antoine a posé la question tout à l'heure. Même si vous n'y avez pas totalement répondu, moi je connais un peu le monde des ONG. D'accord? J'ai ce profil. Donc je pose la question, est-ce que tous sont mus par les mêmes motivations en s'engageant la sincérité dans la lutte contre les violences basées sur le genre? C'est ça la question. Alors, on a une relation là, en toute franchise, et permettez-moi de dire ce que je pense. Vas-y, Mariam. Je suis avec vous dans votre studio, vous avez le pouvoir sur moi, mais je vais rééquilibrer. Bon, alors, pas du tout. Alors, si vous n'avez pas le pouvoir, laissez-moi vous dire. Vous savez, j'ai beaucoup évolué dans une société anglophone américaine, où, par exemple, toutes les structures, les grandes boîtes, lorsqu'elles ont leurs activités, elles prévoient toujours 5% de pertes, de dégâts. Vous voyez? C'est-à-dire qu'elles se disent que, donc, quelle que soit l'activité, leur revenu, elle prévoit qu'il y aura des vols, il y aura des machins, elle prévoit 5%. Votre question pour moi, quand vous dites oui, il y a du business, je vous répète encore, le viol engage des personnes qui sont vraiment vulnérables. Non, je ne parle pas des victimes et des survivantes, je parle des personnes qui les aident, des personnes des acteurs et des actrices. Alors, dans un monde où c'est vrai, il y a une lutte pour des ressources, vous avez raison de pointer celles qui ont gaspiller de ressources. Nous sommes dans un pays où il n'y a que ça. Vous êtes au courant. Il y a une normalisation de tout ce qui est micmac, etc., etc. Pourquoi je vous dis que je ne regarde pas? Oui, mais ça ne veut pas dire celles qui ont des accès aux ressources, qui n'ont pas utilisé les ressources comme elles le font, ça c'est leur problème. C'est pas systématique. Mais je veux généralement celles qui le font ne font pas long feu. Parce qu'avec les institutions, tu ne peux pas manger, mais tu travailles. Avec les institutions, tu ne manges pas, tu travailles. Et il faut même aller au-delà. Il faut aller au-delà des ONG. C'est des gens qui mangent une fois. Ils ne mangeront pas deux fois. Il faut aller au-delà des ONG pour parler même d'acteurs de l'État impliqués dans cela. Écoutez, donc il ne faut pas le prendre. Je vais juste, permettez-moi de donner le 30 secondes. Je veux donner le nom d'une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, que j'aime beaucoup, qui est une personne avec qui j'ai cheminé pendant 20 ans. Et c'est Fatou Soare Andoua Africa de l'ONG. J'ai dirigé cette ONG avant de quitter. C'est mon travail qui m'a ramené à Dakar parce que j'ai fait un bruit énorme sur ces questions. C'est une personne, je n'ai pas vu un engagement aussi élevé. C'est une personne. Alors, allez visiter les comptes, et je le dis publiquement ici. Allez voir le travail qu'elle fait, non seulement en termes de gouvernance, de conseil d'administration, d'élection des postes, de trouver des moyens de financement des bénévoles, des stagiaires. C'est un exemple. Elle est guinéenne. Et je vous dis que c'est... Et elle, alors nous sommes un duo formidable parce que moi je suis la visibilité, elle n'aime pas la visibilité, elle est toujours dans l'ombre. C'est ce que je vous dis. Ne voyez pas le visible comme la norme. C'est ça. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas besoin d'être visibles, mais qui font des choses extraordinaires. La Guinée, le mal de la Guinée, c'est qu'on ne voit pas ces personnes où il faut et quand il faut. Merci. Bien. Merci beaucoup en tout cas, Mariam, d'être passée nous voir ce matin. Merci à vous. C'était bien. Oh, ça va, vous êtes... Il faut que je fasse un autre passage parce que là...
Elle est sonnée, ça je le sais. Elle est vraiment sonnée. Ça, c'est ça aussi les grandes gueules. Voilà. Ça va, mais le mur est en bas. Le mur. C'est ça? Oh, j'ai juste repris le. C'est ça. Mais merci beaucoup de nous avoir donné au nom de toutes. Et le dernier mot, signez la pétition. Il y a une pétition en cours. On essaie d'atteindre au moins 1000 signatures entre maintenant et une semaine. On a Dimédi Islam qui a signé, on a Petit Tonton Compteur. On est en train de parler avec Kémoko Touré, notre homme, ex-DG de la CBG. On a pas mal d'hommes. Donc Tomba, vous allez signer? Voilà. Hein, la mine? Oui, avec plaisir. Tout le monde ici? Évidemment. Voilà. Tout le monde, merci beaucoup à tous et à toutes. À la régie, vous allez faire focus sur le front de Marianne. S'il vous plaît. Voilà, je transpire à tout petit peu. Voilà. C'est ça les grandes gueules. Merci beaucoup. Allez.